Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer un sujet très intéressant, les rapports entre le moi et autrui. Que vous soyez un élève, un étudiant, un enseignant ou un expert en philosophie, je vous garantis que vous apprendrez quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Alors, pourquoi ne pas y rester jusqu'à la fin? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mais surtout, partagez autour de vous pour nous encourager à faire plus de vidéos. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais premièrement vous dévoiler l'objectif et le contrat pédagogique de ce magnifique cours. L'objectif de ce cours est de vous aider à comprendre les rapports qui existent entre moi et autrui, en se basant bien cordialement sur les rapports conflictuels et les rapports d'amitié. Le contrat pédagogique de ce cours, c'est-à-dire ce que j'attends de vous, est qu'à la fin de cette vidéo, vous devrez être capable d'expliquer à votre tour les rapports entre le moi et autrui. Alors, prenez votre cahier et votre stylo pour la prise de notes. J'espère que vous êtes prêts ou prêtes. Allons-y. D'abord, commençons par découvrir ce que c'est que le moi et autrui. Le moi est un concept complexe et multidimensionnel qui englobe la conscience de soi et l'identité personnelle. Il renvoie donc au jus, à l'individu en tant que conscience autonome. De son côté, le concept autrui vient du latin alter, qui signifie l'autre. Il désigne donc tout ce qui est autre que moi. Dans un langage propre au christianisme, autrui n'est autre que mon prochain, mon semblable. D'après les philosophes, autrui renvoie à tous ceux qui ne sont pas moi, mon père, ma mère, mon oncle, mon frère, ma sœur et bien d'autres personnes avec qui je partage mon milieu d'existence. Dans l'être et le néant, Jean-Paul Sartre le définit en ces termes. Autrui, c'est le moi qui n'est pas moi. Après avoir défini ces deux concepts qui font l'objet de notre investigation, passons à présent au sujet proprement dit, les rapports entre moi et autrui. Ces rapports seront présentés sous deux angles différents. Nous aurons donc à découvrir les rapports conflictuels et les rapports d'amitié ou de sympathie. Pour guider notre voyage, nous nous appuierons sur les idées de philosophes comme Max Stirner, Jean-Paul Sartre, Thomas Hobbes et d'autres philosophes qui offrent des perspectives contrastées sur cette relation complexe du moi à autrui. Il faut noter que le moi et autrui sont deux consciences de soi opposées qui s'engagent souvent dans une lutte au sein de laquelle autrui constitue une véritable menace pour le moi, et vice-versa. Car l'homme est un être désirant. Il a des désirs qu'il doit réaliser. Or, il n'est pas seul dans cette situation. Il y a aussi l'autre qui a des désirs similaires. Le moi est donc confronté à la réalité des autres consciences, d'autres points de vue et d'autres expériences qui sont tout aussi valables et importantes que les siens. La présence de l'autre remet en question notre perception de nous-mêmes. Par exemple, dans une réunion d'entreprise, chaque individu présente ses idées et ses perspectives, souvent en conflit avec celles des autres. Cela peut mener à des débats intenses, mais aussi à des solutions innovantes qui n'auraient pas été possibles sans cette confrontation. Nous prenons conscience que nous sommes observés, jugés et interprétés par quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. Cela peut conduire à un sentiment de gêne, car nous prenons conscience de la façon dont nous sommes perçus par les autres. Par exemple, lors d'un discours public, le locuteur peut ressentir une pression immense en raison des regards et des jugements de l'audience. Cette situation illustre comment la perception d'autrui peut influencer notre comportement et notre confiance en nous. À cause de cela, nous pouvons commencer à remettre en question nos propres croyances, valeurs et comportements, en nous demandant s'ils correspondent aux attentes de ceux qui nous entourent. Par exemple, dans une salle de classe, les élèves peuvent remettre en question leurs propres opinions après avoir entendu les points de vue de leurs camarades. Cette dynamique montre comment autrui peut nous pousser à réévaluer nos propres positions. Le problème naît de la confrontation de ses désirs, de ses points de vue et de ses expériences avec ceux d'autrui. C'est ce qui conduit physiquement à ce que Thomas Hobbes appelle « la guerre de tous contre tous » dans son livre titré « Le Léviathan ». Dans cette lutte, chaque conscience cherche à s'affirmer au risque de sa propre vie. D'où la naissance de la méchanceté dans nos relations avec autrui. Un constat évident qui a fait dire à Hegel ce qui suit. Toute conscience poursuit la mort de l'autre.
Par exemple, dans une compétition sportive, chaque joueur cherche à surpasser l'autre pour gagner. De même, dans un débat politique, les participants tentent de discréditer les arguments de l'autre pour convaincre l'audience. Ces situations illustrent comment les désirs et les ambitions du moi peuvent entrer en conflit direct avec ceux d'autrui. En ce sens, l'individu, le moi qui est un être unique dans son genre, ne peut pas librement exprimer ses sentiments, ses pensées, ses émotions. Il subit toujours des entraves qui enraident toute activité libre et menacent son épanouissement. Par exemple, dans un environnement de travail très structuré, un employé peut se sentir incapable d'exprimer ses idées créatives en raison des règles strictes et des attentes de ses supérieurs. Cela montre comment les contraintes imposées par autrui peuvent limiter notre liberté d'expression. Ce point de vue rejoint les idées de Max Stirner, un philosophe du 19e siècle qui, dans l'unique et sa propriété, disait « Il ne peut s'établir d'homme à homme de relations qui ne soient inquiétées ». Max Stirner défend donc une forme radicale de l'individualisme et pense que le moi est le centre de son propre univers et que tout le reste, y compris les autres personnes, n'est qu'un objet à utiliser à son propre avantage. Dans cette optique, les autres ne sont pas considérés comme des êtres indépendants ayant leurs propres pensées et sentiments, mais comme des outils ou des obstacles dans la poursuite de nos propres désirs égoïstes. Par exemple, dans le monde des affaires, certains individus peuvent manipuler et utiliser leurs collègues pour avancer dans leur carrière, sans se soucier des conséquences pour les autres. Cela illustre la vision de Stirner où autrui est simplement un moyen pour atteindre ses propres objectifs. Bien que le point de vue de Stirner puisse paraître extrême, il met en évidence un aspect important de l'expérience humaine, notre égocentrisme inhérent. Nous sommes naturellement enclins à donner la priorité à nos propres besoins et désirs. En effet, autrui n'est pas rempli d'amour comme on le pense. Il n'est qu'un loup pour son semblable, comme le dit Hobbes. Il se contente d'écraser, de chosifier son semblable sans le moindre souci. Seul son intérêt personnel compte. À ce propos, Freud a écrit dans Malaise dans la civilisation que l'homme est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d'agressivité aux dépens de son prochain, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Dans ce cas, la reconquête de la liberté du moi passe par une révolte contre autrui, l'État, la religion, Dieu et le droit. C'est ici où les propos de Max Stirner trouvent leur sens véritable. Je ne dois baser ma cause sur rien, et vivre sans foi ni loi, et s'ériger soi-même en maître. Ainsi, le conflit est évident entre autrui qui paraît comme une violence, un handicap, et le moi qui décide de devenir un moi tout-puissant. Cependant, comme nous le verrons, cette focalisation sur le soi n'annule pas l'impact profond que les autres ont sur ce que nous sommes. C'est le point de départ même du développement de l'empathie et de la compassion. Au moment où nous reconnaissons l'existence de l'autre, notre monde solitaire est irrévocablement changé. Nous ne sommes plus le seul centre d'intérêt de notre propre univers. Par exemple, lors d'une collecte de fonds pour une cause commune, les individus mettent de côté leurs propres intérêts pour aider ceux qui en ont besoin. Cela montre comment la reconnaissance d'autrui peut transformer notre comportement et nous pousser à agir de manière plus altruiste. Ce qui signifie qu'autrui n'est pas aussi ennemi du moi comme on le pense. Il constitue plutôt un atout pour l'épanouissement du moi. C'est là que surgissent les penseurs qui font de l'autre un véritable ami du moi, celui-même qui favorise son mieux-être social. Vous comprenez que nous touchons là les rapports d'intersubjectivité ou d'amitié entre moi et autrui. Par exemple, dans une équipe de travail, chaque membre apporte ses compétences uniques pour atteindre un objectif commun. De même, dans une amitié, les individus se soutiennent mutuellement, partageant des moments de joie et de tristesse. Ces exemples montrent comment autrui peut être un allié précieux pour le moi, et vice-versa. Cette vision épouse la perspective de Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Bien que dans ce même ouvrage, Sartre développe l'idée que la relation entre moi et autrui est intrinsèquement conflictuelle, dans la mesure où être avec autrui signifie être confronté au regard de l'autre, qui constitue une forme de jugement et qui peut limiter notre liberté. Il voit cependant quelque de plus amical et de plus authentique entre moi et autrui, l'amitié. Car, malgré cette tension, l'amitié peut être une forme d'engagement et de solidarité authentique, fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance de la liberté de l'autre. Sartre met donc en avant l'importance de l'amitié dans la construction du moi.
Il voit l'amitié comme une relation égalitaire et un espace de partage et d'encouragement, indispensable pour développer une identité indépendante. Avec Sartre, la relation avec autrui est essentielle et constitue la base de l'éthique. Il propose que l'amitié, en tant que relation où l'autre est reconnu dans sa singularité, est une manière de dépasser l'ego et de s'ouvrir à la responsabilité envers l'autre. Par exemple, dans une communauté, les membres peuvent se soutenir mutuellement lors de moments difficiles, renforçant ainsi les liens d'amitié et de solidarité. Cela montre comment l'amitié et la reconnaissance de l'autre peuvent enrichir notre propre existence. Pour preuve, parler, s'exprimer sous toutes les formes, signifie déjà aller à l'encontre du solipsisme et de l'isolement. C'est là le véritable sens du langage. Dès lors, l'individualisme prôné par certains philosophes, après avoir constaté le rapport conflictuel entre moi et autrui, n'est qu'une véritable chimère. Car l'homme est toujours dans une communauté, il s'allie aux autres et partage avec eux les mêmes réalités d'harmonie et de sympathie. Cette condition d'être social permet au moi de faire l'expérience des sentiments de joie ou de malheur et de se réaliser. Cette évidence a fait dire à Jean-Paul Sartre dans L'Être et le néant que j'ai besoin de la médiation d'autrui pour être ce que je suis. En outre, autrui apparaît très souvent comme le moyen approprié qui révèle au moi sa nature propre. Pour exemple, l'expression du regard de l'autre suite à un acte quelconque posé par le moi suscite nécessairement un auto-jugement. Le moi découvre par ce moyen sa nature propre. À ce propos, Sartre pense que autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Car nous dit-il à nouveau que, par l'apparition même d'autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet. Tout compte fait, il est évident de noter que les rapports entre le moi et autrui sont de nature ambivalente, ce qui signifie qu'autrui est un mal nécessaire pour le moi comme le moi l'est pour autrui. Voilà en gros ce que je pensais partager avec vous au sujet des rapports du moi à autrui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, partagez autour de vous pour nous encourager. À très bientôt.